L'éducation n'est pas seulement un droit fondamental pour les individus, elle conditionne aussi la démocratie. Elle doit armer les citoyens pour comprendre le monde et prendre part à sa transformation. Mais cette mission démocratique, l'éducation ne peut la remplir qu'à deux conditions, également importantes. Il faut qu'elle soit à la fois ambitieuse et socialement équitable. C'est de cette deuxième condition, de l'équité sociale à l'école, que traite cette vidéo. L'équité n'est pas l'égalité. Les enfants sont différents, ils ont des capacités différentes et des talents variés. Ils n'aiment pas tous la même chose, ils ne travaillent ou n'étudient pas tous de la même façon. Il n'y a donc rien d'anormal si leurs prestations scolaires sont inégales. Pour mieux comprendre, plongeons-nous dans les résultats de l'enquête PISA, une étude internationale qui mesure les performances des élèves en mathématiques, en sciences et en lecture à l'âge de 15 ans. Les scores PISA des élèves sont exprimés sur une échelle qui va de 0 à 1000. Très peu d'élèves ont un score inférieur à 300 points. Mais ensuite, la fréquence augmente jusqu'à la moyenne de 500 points avant de redescendre et de devenir quasiment nul à partir de 800 points. 2/3 des élèves s'écartent de moins de 100 points par rapport à la moyenne. C'est ce qu'on appelle l'écart type. Cet écart type reflète ainsi l'ampleur des inégalités de résultats scolaires entre les élèves. Le problème de l'équité se pose lorsque ces inégalités se trouvent liées à des groupes particuliers d'élèves. En voici quelques exemples. En mathématiques, les scores PISA des garçons belges sont supérieurs de 12 points à ceux des filles. Les élèves qui habitent un village ont en moyenne des résultats supérieurs d'une dizaine de points à ceux des villes de taille moyenne. Avoir 2 téléviseurs à la maison plutôt qu'un seul fait chuter les scores moyens de 8 points. Comme chacun sait, les élèves flamands ont en moyenne 22 points de plus que les francophones. Mais les grandes inégalités entre groupes sont celles liées au statut social. Ainsi, les résultats PISA en maths varient de 45 points selon que la mère de l'élève ait ou non un diplôme universitaire. Et l'écart entre le quart le plus riche et le quart le plus pauvre de la population des élèves, cet écart atteint 115 points. Voici la moyenne des scores PISA en mathématiques, lecture et sciences pour les élèves belges de chaque quartile socio-économique. Les plus pauvres sont à gauche, les plus riches à droite. On constate que l'écart entre les deux quartiles extrêmes est de 113 points. Mais qu'en est-il dans chacune des communautés belges ? L'enseignement flamand, qui a de meilleures performances PISA moyennes, est-il aussi inégalitaire que l'enseignement francophone ? Et surtout, qu'en est-il dans d'autres pays ? Eh bien, comme on l'observe sur ce graphique, les 2 grands systèmes d'enseignement belges figurent, avec le Luxembourg, l'Allemagne et la France, parmi ceux où l'écart de performance entre riches et pauvres est le plus élevé. Mais il faut rester prudent. Après tout, notre façon de mesurer l'équité n'est peut-être pas assez rigoureuse. En effet, en mesurant l'écart entre les quartiles extrêmes, on fait complètement l'impasse sur les résultats de la moitié des élèves. Pour obtenir un indice d'équité plus rigoureux, nous allons partir de ce graphique-ci. Chaque point représente un élève. L'axe horizontal est l'indice socio-économique et l'axe vertical, le score PISA de l'élève. On voit que plus on se déplace vers la droite, donc vers les enfants de familles plus riches, plus les performances scolaires tendent à s'élever. La droite inclinée, appelée droite de régression, représente cette tendance générale du nuage de points. On voit que les enfants plus riches ont en général de meilleures performances PISA, mais on voit aussi que ce n'est pas automatique, ce n'est pas mécanique.
Qu'est-ce qui caractérise un système éducatif plus ou moins équitable? Eh bien, deux choses. Premièrement, l'inclinaison de la pente, c'est-à-dire l'effet d'une variation unitaire de l'indice socio-économique sur le score PISA. Plus cette pente est grande, plus les inégalités sociales de l'éducation sont grandes. Et deuxièmement, la plus ou moins grande dispersion des points de part et d'autre de la droite de régression. Des points très dispersés sont le signe d'une origine sociale qui agit de façon moins déterminante sur les résultats scolaires. Nous avons donc construit un indice d'équité qui combine ces deux caractéristiques pour les 3 disciplines évaluées par les enquêtes PISA. Et voici ce que cela donne. Parmi les pays d'Europe occidentale, l'ex-Europe des 15 plus la Norvège et la Suisse, seule la France affiche un indice d'inégalité sociale scolaire aussi élevé que la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si on considère tous les pays d'Europe, seule la Hongrie fait pire que la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles arrive en 5e position sur 30. Voilà 3 décennies déjà que l'enseignement belge est entièrement communautarisé. Les écoles flamandes et francophones dépendent de gouvernements distincts qui mènent des politiques éducatives apparemment très différentes et disposent de moyens financiers inégaux. Alors comment expliquer cette catastrophe que nous venons de voir? Par quel mécanisme infernal ces 2 systèmes partagent-ils la caractéristique d'être si inégalitaires? Précisons la question. Les inégalités de performance entre élèves riches et pauvres peuvent provenir d'une multitude de causes. Le rapport social inégal au savoir et à l'école, l'aide et le soutien inégal dont les enfants bénéficient à domicile, les effets de groupe, les handicaps culturels liés par exemple à une moindre connaissance de la langue parlée à l'école. Certains évoquent même des différences d'intelligence entre riches et pauvres. Mais quoi qu'il en soit, tous ces facteurs, réels ou imaginaires, agissent partout et pas seulement en Belgique. La question que nous voulons résoudre ici, c'est pourquoi est-ce pire chez nous? Notre enseignement serait-il moins bien financé? Aurions-nous un public d'élèves particulier avec, par exemple, davantage d'enfants issus de l'immigration? Les inégalités sociales entre familles, les différences de revenus ou de patrimoine seraient-elles plus profondes? La formation de nos enseignants et leurs habitudes pédagogiques seraient-elles à incriminer? Ou alors faut-il chercher l'explication dans les caractéristiques structurelles, organisationnelles de notre enseignement? Pour avancer dans notre recherche, il est temps de lever le voile sur une autre caractéristique de l'enseignement belge, qu'il soit flamand ou francophone d'ailleurs. Examinons de près le graphique suivant. Les axes sont identiques à ceux du nuage de points rencontré précédemment. L'indice socio-économique est sur l'axe horizontal et les performances PISA sur l'axe vertical. Mais cette fois, les points ne représentent plus des élèves, mais bien des écoles. On trouve donc à gauche des écoles de pauvres et à droite des écoles de riches. En haut, des écoles affichant des performances PISA moyennes élevées et en bas, des écoles aux performances moyennes médiocres. Comparons maintenant le graphique de la Belgique avec celui de la Norvège. La différence est flagrante. Alors qu'en Belgique, le nuage de points s'étire fortement, celui de la Norvège est très resserré. Chez nous, le tissu scolaire est très polarisé, avec, en haut à droite sur le graphique, des écoles d'élite fréquentées par les élites sociales, et en bas à gauche, des ghettos de pauvres où les performances moyennes des élèves sont très faibles. En Norvège, au contraire, les compositions sociales et les performances moyennes des écoles sont très semblables. Notre pays se caractérise donc non seulement
par une grande inégalité sociale des résultats scolaires, mais aussi par une double ségrégation, sociale et académique. Cette caractéristique est très importante pour comprendre l'origine des inégalités scolaires belges. Sur ce graphique, chaque point représente un pays, ou, dans le cas de la Belgique, l'une des deux communautés. L'axe horizontal est une mesure de la ségrégation. Ici, nous avons retenu la ségrégation académique, c'est-à-dire le pourcentage d'élèves qui fréquentent une école dont les performances s'éloignent fortement de la moyenne. Mais nous aurions aussi bien pu retenir la ségrégation sociale. Cela ne changeait guère l'allure du graphique. L'axe vertical, lui, est l'indice d'inégalité sociale scolaire. Et que voyons-nous ? Qu'il existe clairement une forte corrélation entre la ségrégation et l'inégalité sociale. Certains se demanderont peut-être si la ségrégation ne pourrait pas aussi être bénéfique. En mélangeant les élèves forts et faibles, n'empêche-t-on pas les plus forts de progresser à leur rythme? Ne produit-on pas un nivellement par le bas? Les statistiques démentent cette crainte. Dans ce graphique, nous avons changé l'axe vertical. Il indique maintenant les performances PISA moyennes de chaque pays. Et on voit qu'une plus grande ségrégation s'accompagne non pas d'une augmentation, mais d'une diminution des performances moyennes. Revenons au graphique précédent. On pourrait être tenté d'interpréter la corrélation en disant que la ségrégation produit de l'inégalité. Mais ce serait aller un peu vite en besogne. Il se pourrait en effet que la relation causale aille dans l'autre sens. Par exemple, dans les pays où les inégalités sociales de performance entre élèves sont moins grandes, les écarts entre écoles sont probablement plus faibles aussi, et les parents de milieux aisés auront peut-être moins tendance à rechercher une école élitiste. Il se pourrait aussi que les deux caractéristiques, la ségrégation et l'inégalité, soient les résultats d'autres facteurs externes. Pour lever le doute sur cette causalité, ou plutôt pour le contourner, posons-nous une autre question. Quelles sont les caractéristiques structurelles des systèmes éducatifs qui engendrent de la ségrégation ? Il y a au moins deux caractéristiques structurelles de notre enseignement qui engendrent de la ségrégation. Premièrement, la Belgique est le paradis du libre marché scolaire. Notre enseignement est divisé en réseaux concurrents et en écoles concurrentes. Les écoles sont en compétition pour recruter des élèves et les parents sont en compétition pour trouver une place dans l'école de leur choix. On ne peut même plus vraiment parler de liberté de choix, mais plutôt d'obligation de choix, puisque les pouvoirs publics ne proposent même pas une place pour chaque enfant dans une école proche de son domicile. Ce système ultralibéral encourage la recherche de l'entre-soi social par les parents et le positionnement des établissements sur des niches du quasi-marché scolaire. Deuxièmement, notre pays pratique une orientation ou une sélection très précoce des élèves. En théorie, les filières techniques ou professionnelles ne démarrent qu'à l'âge de 14 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles et à 13 ans en Flandre. Mais en pratique, c'est bien à l'âge de 12 ans déjà que la plupart des élèves entrent dans une école secondaire qui prépare soit à l'enseignement général, puis à l'université, soit à l'enseignement qualifiant, puis au marché du travail. Dans la plupart des pays, cette sélection, cette orientation n'a lieu qu'à 15 ans ou à 16 ans. Nous voulons savoir si ces structures ségrégatives pourraient expliquer le triste résultat belge en matière d'inégalité sociale scolaire. Pour ce faire, nous allons étudier s'il existe une corrélation entre ces caractéristiques structurelles et l'indice d'équité. Commençons par le quasi-marché. Pour estimer son ampleur dans les différents pays européens, nous avons retenu 3 variables. Premièrement, le degré de liberté de choix des parents.
Deuxièmement, la plus ou moins grande liberté laissée au chef d'établissement pour accepter ou refuser l'inscription des élèves. Et enfin, troisièmement, le degré de polarisation de l'enseignement en réseau privé et public. Ces trois variables ont ensuite été combinées pour construire un unique indice de quasi-marché, en quelque sorte une mesure du libéralisme des systèmes éducatifs. Cet indice figure à l'axe horizontal du graphique que vous voyez maintenant. L'axe vertical est l'indice d'équité. Qu'observe-t-on ? L'ensemble des pays européens se range assez régulièrement du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. En d'autres termes, plus il y a de marché scolaire, plus il y a d'inégalités. Notez bien que, dans ce cas, le problème du sens de la causalité ne se pose plus. Les législations et structures des systèmes éducatifs résultent de décisions politiques qui sont antérieures et donc indépendantes des inégalités observées. On peut remarquer que les pays ou systèmes éducatifs se divisent en deux grands groupes. En haut à droite, les pays qui pratiquent un marché scolaire très libéral et où les inégalités sociales de prestations sont très élevées. La Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles appartiennent à ce groupe. En bas, à gauche, on trouve les pays où le marché scolaire est moins libéral, où la plupart des enfants vont à l'école publique qui leur est assignée ou proposée et où les inégalités scolaires sont nettement plus faibles. Quelques pays échappent à cette classification. Dans le cas de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, les inégalités sont grandes, malgré un marché scolaire relativement faible. C'est le signe que, dans ces pays-là, d'autres facteurs nuisent à l'équité. En revanche, on ne trouve aucun pays dans le coin inférieur droit. Il semble bien qu'il soit impossible de combiner un marché scolaire libéral à la belge avec une faible inégalité sociale scolaire. C'est une des leçons majeures à retenir. Un dernier point. La valeur de 48,6% qui apparaît dans le coin inférieur droit du graphique s'appelle le coefficient de détermination statistique. Il nous dit grosso modo ceci. La variable quasi-marché, l'axe horizontal, explique jusqu'à 48,6% des différences entre pays européens en matière d'équité scolaire. Passons maintenant à notre deuxième caractéristique structurelle, la filiarisation. Pour la mesurer, nous avons combiné deux variables. Premièrement, la précocité de la séparation des élèves en filières. Et deuxièmement, son ampleur, c'est-à-dire quel pourcentage d'élèves ne sont plus dans l'enseignement général ou dans la filière majoritaire à l'âge de 15 ans. Examinons donc la relation entre cette filiarisation et l'inégalité sociale des systèmes éducatifs européens. Une fois de plus, on note une forte corrélation avec un coefficient de détermination de 45%. Et une fois de plus, la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles appartiennent au groupe de pays qui cumulent une filiarisation précoce et importante avec une forte inégalité. Résumons ce que nous venons de montrer à propos des structures ségrégatives. Le quasi-marché scolaire explique 48,6% des différences intra-européennes en matière d'inégalité sociale scolaire. Et les caractéristiques de filiarisation expliquent quant à elles 45,1% de ces différences. On pourrait donc s'imaginer qu'en additionnant ces deux facteurs, nous aurions déjà expliqué près de 94% des différences d'inégalité scolaire et donc définitivement répondu à la question « Pourquoi est-ce pire chez nous ?» Mais il n'en est rien. Lorsqu'on combine les trois variables de quasi-marché et les deux variables de filiarisation en une unique variable de structure ségrégative et qu'on étudie sa corrélation avec l'indice d'inégalité, on trouve un coefficient de détermination statistique qui n'est pas de 90 et des pourcents,
mais seulement de 56,6%. Comment cela est-il possible ? Eh bien, en fait, il se trouve que les pays comme la Norvège ou la Finlande, par exemple, qui pratiquent un tronc commun de longue durée jusqu'à 16 ans, ont généralement très peu de marché scolaire. La grande majorité des enfants y fréquentent l'école publique qui leur est assignée. La seule exception notable est la Suède, et nous y reviendrons. Mais en général, marché et filiarisation vont de pair. Dans ces conditions, l'analyse statistique ne permet pas aisément de faire la part des choses entre l'effet du quasi-marché, l'effet de la filiarisation et l'effet de la conjonction des deux. Sur ce graphique-ci, les deux axes sont l'indice de quasi-marché horizontalement et l'indice de filiarisation verticalement. La taille et la couleur des cercles indiquent le degré d'inégalité sociale des systèmes scolaires. On observe d'abord la corrélation déjà évoquée entre ces deux variables, signe d'une cohérence dans les politiques éducatives des pays européens. Seule l'Allemagne combine une très forte filiarisation avec un marché scolaire modérément important. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur deux caractéristiques de ce graphique. Premièrement, dans le groupe des pays qui se situent à droite, c'est-à-dire qui pratiquent un marché scolaire très libéral, on remarque qu'il n'y a aucun petit cercle, seulement 2 cercles de taille moyenne et pour le reste, tous des grands cercles. Cela confirme ce que nous avons déjà vu. Il est impossible d'assurer l'équité scolaire dans un libre marché scolaire. Deuxièmement, si on encadre la région qui contient les pays ayant la plus faible inégalité, les plus petits cercles donc, on observe que cette région se situe clairement dans le coin inférieur gauche. Une grande équité scolaire est toujours le fruit de la combinaison d'un tronc commun de longue durée avec une liberté d'enseignement fortement régulée. Notons toutefois que ce cadre inférieur gauche contient aussi quelques pays inégalitaires, même très inégalitaires comme la France. Réguler le marché et assurer un tronc commun de longue durée sont donc des conditions nécessaires à l'équité, mais pas forcément suffisantes. À l'appui des thèses issues de la statistique, on peut évoquer le très intéressant cas suédois. Les pays nordiques sont souvent cités en exemple pour leur système d'enseignement particulièrement démocratique. Depuis longtemps, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande et le Danemark partageaient 2 grandes caractéristiques. D'une part, plus de 95% des enfants fréquentant l'école publique qui leur est assignée, et d'autre part, un tronc commun jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais durant les années 90, la Suède, cédant à la religion néolibérale et à la croyance aveugle dans les bienfaits du marché, décida d'ouvrir son enseignement à la compétition du secteur privé et à un total libre choix des parents. Le résultat, c'est que depuis les années 2000, la Suède dégringole petit à petit dans les classements de l'inégalité sociale scolaire. Oh, ils n'en sont pas encore au stade de la Belgique. Près de 80% des enfants continuent de fréquenter l'école de leur quartier, où une place continue d'ailleurs de leur être réservée. Mais on observe bien que le tronc commun jusqu'à 16 ans ne fonctionne correctement que dans un système où le libre marché ne vient pas engendrer de l'inégalité scolaire. Avant de conclure, examinons brièvement quelques autres pistes explicatives de l'inégalité scolaire. Nous savons désormais que les choix des pays sur le plan du marché scolaire expliquent 48,6% des différences intra-européennes en matière d'inégalité sociale des performances.
Et nous savons aussi que leur pratique de sélection et d'orientation plus ou moins précoce explique 45% de ces différences. Enfin, nous avons vu que ces deux facteurs sont étroitement corrélés entre eux, ce qui fait que la variance totale expliquée est seulement de 56,6%. Certaines études indiquent que les classes moins nombreuses, surtout dans les premières années d'école, permettent aux professeurs de mieux construire un rapport positif au savoir et au travail scolaire. Mais ceci nécessite des moyens financiers considérables. Il en va de même pour l'encadrement pédagogique des élèves en dehors des heures de cours. On peut donc supposer qu'un meilleur financement de l'enseignement favorise une plus grande équité. Les dépenses publiques pour l'enseignement primaire et pour le secondaire inférieur, exprimées en pourcentage du PIB, expliquent 11,5% des différences en matière d'inégalité sociale scolaire. Il est probable que nous ayons là une partie de l'explication du mauvais résultat de la France, qui connaît des classes particulièrement nombreuses en début de scolarité. Le taux de redoublement est lui aussi corrélé fortement avec le degré d'inégalité. Mais dans ce cas, il faut rester très prudent. Un taux de redoublement élevé peut être une cause de ségrégation, donc d'inégalité, mais il peut aussi en être la conséquence, puisqu'une plus grande inégalité signifie plus d'échecs scolaires chez les enfants des classes populaires, et ici, la relation causale n'est donc pas à sens unique. Une société plus inégalitaire sur le plan des revenus ou de la fortune produira-t-elle plus d'inégalités dans l'enseignement ? La réponse est oui, mais ce facteur, mesuré ici par le rapport interquintile des revenus, n'explique que 3,9% des différences intra-européennes d'équité. C'est normal, les inégalités de revenus belges ne sont finalement pas tellement différentes de ce qu'elles sont en Finlande ou en Norvège. Enfin, on peut enterrer le préjugé selon lequel la cause des inégalités résiderait chez les publics d'élèves issus de l'immigration. En effet, les différences de pourcentage d'élèves allochtones expliquent à peine 2,8% de la variance des inégalités scolaires. Nous avons démontré que les systèmes d'enseignement belges figurent parmi les plus inégalitaires d'Europe. Il s'agit là d'un véritable déni de démocratie, car les citoyens les mieux instruits auront toujours plus de pouvoir que les autres pour faire entendre leur voix et pour défendre leurs intérêts. Notre étude a également montré, sans le moindre doute possible, que la cause majeure de cette situation réside dans les caractéristiques structurelles encore largement commune, de l'enseignement flamand et de l'enseignement francophone belge. En Flandre, le gouvernement, dominé par la droite nationaliste, a choisi de pratiquer un véritable négationnisme des inégalités scolaires. En dépit de la multitude d'études scientifiques, il continue de clamer sa foi dans le libre marché scolaire et dans l'orientation précoce des élèves. Toutes les réformes antérieures et les projets allant dans le sens contraire ont été balayés ou sont en passe de l'être. En Fédération Wallonie-Bruxelles, la pression conjuguée des mouvements pédagogiques et progressistes, des syndicats et des partis de gauche a contraint les gouvernements successifs à engager petit à petit de timides réformes. Récemment, dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, il a été décidé de prolonger le tronc commun d'enseignement jusqu'à l'âge de 15 ans. À première vue, ceci pourrait sembler aller dans le sens d'une démocratisation, puisque la filiarisation précoce est corrélée avec l'équité, ainsi que nous l'avons vu. Mais nous avons vu aussi que les pays qui ont réussi à obtenir davantage d'équité avec un tronc commun de longue durée l'ont tous fait dans un contexte où le marché scolaire est fortement régulé. Or, le pacte ne prévoit aucune mesure en ce sens. Par le jeu de la ségrégation sociale, les inégalités entre écoles continueront dès lors de grandir tout au long de l'enseignement maternel et primaire. Et à l'âge de 12 ans, les enfants continueront d'entrer dans des écoles d'enseignement général ou d'enseignement qualifiant. On n'aura donc qu'un tronc commun sur le papier,
Et dans le meilleur des cas, les inégalités resteront ce qu'elles sont. Dans le pire des cas, on assistera à un nivellement par le bas. Alors, que faudrait-il faire ? La priorité absolue est de réguler le marché scolaire, en proposant à chaque enfant une place dans une école proche de son domicile, tout en veillant à garantir une mixité sociale à peu près équivalente dans tous les établissements. Les parents pourront accepter ou refuser l'école proposée, mais comme les écoles seront d'office beaucoup moins inégales et que les places disponibles dans les écoles les plus recherchées seront rares, la tentation de risquer un refus sera faible dans le chef des parents. Une simulation sur Bruxelles a démontré qu'un tel système permettrait de ramener de 41% à 6% seulement le pourcentage d'élèves fréquentant des écoles à forte ségrégation. Deuxièmement, il faut séparer le secondaire inférieur du secondaire supérieur. Les années de tronc commun ne peuvent plus être organisées dans des écoles qui sont de facto inégales, car préparant à des carrières scolaires et professionnelles hiérarchisées. Troisièmement, il faut réduire la taille des classes en début de scolarité à une quinzaine d'élèves. Il a été démontré que c'est le nombre idéal pour permettre tant que faire se peut aux instituteurs d'encadrer et d'aider efficacement tous les enfants. Il s'agit d'éviter les décrochages pédagogiques précoces. Enfin, dans ces conditions, il devrait être possible de réduire suffisamment les écarts entre élèves pour permettre de prolonger progressivement le tronc commun jusqu'à l'âge de 15 voire de 16 ans. On continuerait ensuite de proposer à tous les élèves, quelle que soit leur filière, une formation générale de haut niveau qui fera d'eux des citoyens capables de comprendre le monde où ils vivent dans toutes ses dimensions, qu'elles soient scientifiques, sociales, technologiques, culturelles ou artistiques. Des citoyens capables aussi de prendre une part active aux actions qui transforment ce monde.